Je ne suis pas un homme libre. Tel est l'intitulé du premier livre que j'ai lu. Ce cri du cœur de Peter Abrahams ne m'a pas quitté depuis 40 ans. De manière obsessionnelle, j'ai cherché les contours de la notion de liberté. Ces contours me semblaient flous. J'ai biné, et à la faveur d'une rencontre, celle avec l'écrivain Kamasio Orkamanda, j'ai trouvé des éléments de réponse à cette question. Kamasio Orkamanda parle bien de la liberté. Il chérit la liberté. En entrant en écriture, Kamasio Orkamanda a choisi le destin d'un homme libre, tout au moins celui d'un écrivain libre. Mon entrée dans l'écriture s'est passée de la façon la plus étrange qui soit, parce qu'à l'époque, j'étais un jeune enfant dans une école de jésuites, et nous avions à l'époque eu la chance de recevoir un prêtre jésuite qui était écrivain aussi, qui voyageait beaucoup en Afrique pour transcrire les contes et légendes de pays africains. Il nous avait si bien parlé de l'écriture, du rôle de l'imaginaire, de l'importance de l'éducation, de l'importance de la culture. En tout cas, moi, il m'avait convaincu de l'utilité de l'écriture comme moyen de communication, de partage et d'échange d'idées. Voilà donc comment je suis entré dans l'écriture. Donc après cette expérience-là, j'ai commencé à m'intéresser aux récits traditionnels, aux mythes, aux légendes, aux épopées. Et quand j'ai eu 13 ans, j'ai commencé mon premier recueil de contes que j'ai publié avec les moyens de bord à l'âge de 14 ans, je crois, et qui s'appelait à l'époque Les contes des veillées africaines. Mais en réalité, ce n'était pas une œuvre de transcription de l'oralité. Ça avait été plutôt un mélange d'une part des traditions, parce que j'ai été quand même bénéficiaire des traditions congolaises, parce qu'on nous racontait souvent les contes le soir par les grands-parents ou quand j'allais rendre visite à des amis, on nous racontait des contes. Donc je crois que j'ai profité suffisamment de ces traditions-là que pour pouvoir les restituer à travers une écriture littéraire. L'autre source, c'était aussi mon imaginaire propre qui, en ce moment-là, avait commencé aussi à imaginer des récits parce que nous avions tous les mercredis dans notre école 1 heure du conte. Donc chaque élève devait raconter une histoire, soit empruntée aux traditions, soit originale, à toute la classe. Donc de là, chaque fois, je racontais aussi une histoire qui était bonne ou pas bonne. Et puis bon, aujourd'hui, avec le temps, je ne sais pas ce que ça valait. Mais voilà comment j'ai pu partager avec mes amis de classe la passion de l'écriture, l'amour de la littérature, l'amour de la langue française, qui est une langue qui m'a beaucoup apporté, qui est une très très belle langue, qui est riche en soi. Et dès là, j'ai commencé à lire tous les grands classiques français, africains, étrangers. J'ai beaucoup lu. J'ai lu déjà à l'époque, même en vivant en Afrique, j'avais eu l'occasion de lire toute l'œuvre d'Andersen, Christian Andersen, le conteur danois. J'avais lu tous les contes de Grimm, de Perrault. Je voulais comparer un peu par rapport à ce que nous avions chez nous. Voilà comment je suis arrivé j'en suis arrivé à l'écriture. Et en lisant beaucoup, j'ai aussi constaté qu'effectivement, l'Afrique manquait des écrits littéraires liés à ses traditions, à ses épopées, à ses mythes. Ma littérature est aussi profondément enracinée dans tout le passé africain. Parce que d'abord, je vous ai dit, moi je suis un fils de colon. Ma famille a immigré au Congo, Kinshasa, pendant la colonisation belge. Moi je suis d'origine égyptienne. Je suis congolais et fier d'être congolais et fier d'être aussi d'origine égyptienne. Et c'est pour ça que j'estime que l'Africain doit savoir quel est l'apport de l'Égypte à la civilisation universelle.
Parce que l'Égypte n'est pas l'Orient, comme on a toujours voulu le faire croire. L'Égypte est africaine, c'est chez nous. Mais aujourd'hui, elle est cosmopolite. Et elle a toujours été cosmopolite. C'est-à-dire que dans mon écriture, j'ai voulu surtout rendre hommage à tous ces pionniers qui ont construit la première et grande civilisation de l'humanité, à ces pionniers qui ont pu offrir à l'humanité des dieux, des religions, qui jusqu'à aujourd'hui nous éclairent de par le monde. Et c'est pour cela que d'ailleurs, dans mes derniers écrits, je consacre mon temps maintenant à écrire sur tous les pharaons égyptiens et tous les rois d'Égypte et de Nubie, et qui ont fait de grandes choses, mais qui sont tombés dans l'oubli de l'histoire, parce que l'Africain a oublié de réhabiliter ses ancêtres. Vous connaissez cette femme, Candace? C'est cette femme, grâce à elle, que la colonisation romaine n'est pas arrivée jusqu'en Afrique du Sud. C'est la femme qui a battu, une femme a battu le plus grand et le plus célèbre de tous les empereurs romains, qui s'appelait Auguste César. Auguste a été battu dans une guerre, dans un combat d'homme à homme, mais elle, c'était une femme qui portait bien la culottée. Mais non, elle a battu l'armée d'Auguste César. Cette femme, elle a perdu un œil. Candace, vous pouvez vérifier même dans tous vos livres. Mais c'est pour ça qu'on l'a gommée dans l'histoire. Et moi, je lui ai redonné une deuxième vie parce que c'est la première féministe, c'est la première femme à avoir démontré qu'une femme en valait bien aussi un homme. C'est pour ça que j'ai voulu lui rendre hommage, parce qu'elle a gagné la guerre contre Auguste César, et c'est grâce à elle que les Romains ne sont pas allés au-delà de l'Égypte. La rumeur de la guerre s'est donc confirmée. L'avenir devient confus. Dans mon cœur s'entremêlent la douleur, la colère et la solitude. Je me sens envahie d'une tristesse affreuse, mêlée à des remords et à la peur du lendemain. Désormais, il se pose à moi une question d'honneur. Je ne peux cacher mon affection ni ma désillusion. Que dois-je faire pour garder la droiture quand la sagesse et la vertu sont ébranlées? Je souffre. Me voici épouvantée par l'idée d'un scandale que je ne peux pas laisser éclater. Une femme déstabilisée reprend sa vie par la force de caractère plutôt que par la résignation. À quand les retours de ces esprits anciens auprès de leurs? Nous avons un devoir de mémoire. Et dans mon écriture, je voudrais m'approprier ce devoir de mémoire au nom de l'Afrique, au nom de tous ceux qui ont traversé les mêmes tragédies, parce qu'on ne doit jamais oublier tous ceux qui ont résisté pour protéger leur peuple. On ne doit jamais oublier tous ceux qui se sont battus pour leurs idées, parce que ce sont ceux qui se battent pour leurs idées, ce sont ceux qui se battent pour la justice, ce sont ceux qui se battent pour la liberté, qui permettent à la société humaine de s'améliorer. Quand on écrit dans un pays où il y a la dictature, on ne peut pas être indifférent au sort du peuple. On ne peut pas être indifférent à la problématique du développement de l'Afrique. Très jeune déjà, je m'étais rendu compte de certaines réalités africaines qui m'avaient poussé à essayer de comprendre pourquoi l'homme noir souffrait tant d'injustice. Et j'avais pu comprendre qu'en vérité, l'esclavage de l'homme noir, tant l'esclavage financier, économique et culturel, était lié à un seul et unique problème, c'est celui du manque de contrôle financier chez l'homme noir. Le noir n'a pas le contrôle de ses moyens financiers, de ses avoirs, et j'avais compris cela grâce aussi à ma situation personnelle dans ma famille, parce que moi je suis né d'une famille où mon père était grand planteur, il avait plein de plantations, il avait plein de gens qui travaillaient pour lui, il avait des affaires même à l'époque coloniale, parce que mon père était un colon.
À l'époque de la colonisation belge, mon père avait ses plantations, c'était un colon, il y avait les gens qui travaillaient pour lui, qui venaient d'horizons divers, il y avait des blancs, des noirs. Moi, dans mon enfance, j'ai connu des Portugais qui travaillaient pour mon père, j'ai connu des Belges qui travaillaient avec mon père, j'ai connu des Israéliens qui travaillaient avec mon père, d'ailleurs il y avait beaucoup de familles israéliennes. Donc, comme vous le voyez, donc en me rendant compte des difficultés que nous avions d'être africains, d'être noirs, d'être congolais, mais il y avait aussi d'autres soucis qui étaient liés à la culture. C'est-à-dire que nous n'avions pas les moyens. La majorité de mes amis ou des gens que j'ai pu connaître à l'époque n'avaient pas les moyens de pouvoir faire des études sérieuses. Ils n'avaient pas de livres. Il manquait de tout. C'est-à-dire pourquoi il manquait de tout. Et même pour les soins de santé, beaucoup n'avaient pas les moyens de se payer des soins de santé. Et donc déjà très jeune, j'avais très bien compris que grâce à l'argent, au contrôle de l'argent, on pouvait être libre. On pouvait offrir l'éducation que l'on veut aux siens. On pouvait offrir une bonne médecine aux siens. Parce que mon père a fait ça pour nous. Mon père a tout fait pour moi. Moi, je ne dois rien à personne d'autre qu'à ma propre famille. Mais aujourd'hui, je dois beaucoup à beaucoup de gens comme vous, comme tous les amis que j'ai rencontrés en Belgique, en France, aux États-Unis, au Japon. Toutes ces femmes et tous ces hommes qui, aujourd'hui, ont contribué à faire de moi l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Parce que j'ai rencontré ces hommes et ces femmes qui ont cru en moi en tant qu'homme d'abord, et puis ensuite comme écrivain, et qui m'ont aidé, chacun à sa manière. Donc, l'écriture, pour moi, a été ma source d'enrichissement personnel, et elle a aussi été, pour moi, l'occasion de m'épanouir. Donc, l'écriture m'a ouvert toutes les portes de la vie. Une vie heureuse comme une vie malheureuse. La vie malheureuse, c'est avec l'exil. Parce qu'en écrivant, je ne pouvais pas être indifférent aux problèmes de mon pays, la République démocratique du Congo, ni aux problèmes de l'Afrique. Ce qui fait que pendant la dictature que j'ai dû traverser avec le régime Mobutu, donc j'étais un écrivain engagé déjà. À cette époque-là, donc il était devenu très très difficile d'être un écrivain engagé dans un pays où il y avait une dictature féroce. Alors, toutes mes critiques vis-à-vis du régime, tous mes écrits gênaient beaucoup. Donc ma vie au Congo, c'était un jour dehors et le deuxième jour en prison. Pour mes opinions politiques, tout simplement. Parce que je n'étais pas d'accord avec la manière dont le pays était gouverné, je n'étais pas d'accord avec la dictature, et que j'ai dénoncé les méfaits de cette dictature, parce que pour moi, j'estimais que la politique devrait offrir aux peuples africains une ouverture sur le monde. La politique devrait leur offrir un avenir, leur offrir une meilleure santé. Et j'étais convaincu déjà très jeune à l'époque, je l'ai écrit, d'ailleurs mes écrits sont là pour le témoigner, déjà il y a plus de 45 ans que j'avais écrit que les grands problèmes du Congo ou de l'Afrique, c'est qu'il nous fallait une autonomie financière. On n'a jamais abordé cette question de l'indépendance financière. Et j'ai eu le culot de l'aborder dans des lieux politiques africains. Et ça m'a valu d'être condamné à la mort. J'ai vu, moi, quand j'étais... Oui, j'ai été arrêté à l'époque parce que c'est grâce à la famille de lui, comment il s'appelle encore, Maurice Béjart. C'est pas, vous connaissez tout Maurice Béjart, oui. J'ai eu la chance de rencontrer toute la famille de Maurice Béjart, y compris son père Gaston Berger. Parce que moi, quand je l'ai connu, il s'appelait Maurice Berger. Puis après, on me dit que ton ami Maurice Béjart t'attend à Lausanne. Parce qu'il m'avait dit, voilà, un cerveau comme le tien, nous allons le sauver. Moi, mais pourquoi mon cerveau vous intéresse? C'est mon peuple qui devait vous intéresser. Je dis non, parce que tu as compris les problèmes du monde noir et que nous aimerions que tu sois le porte-parole de cette communauté de par le monde. Voilà, même si je suis parmi vous, ce sont les premiers qui m'avaient dit, la famille Maurice Béjart m'avait dit, tu dois quitter le Zaïre à l'époque. Mais malheureusement, le fait que qu'il m'appréciait, je me suis retrouvé arrêté par la police politique qui m'avait condamné à être jeté dans un trou et on m'a amené là-bas chez nous, il y avait un camp qu'on appelait camp militaire, qu'on appelait camp Kokolo. Arrivé là-bas, j'étais un jeune homme, je devais avoir une vingtaine d'années, 20, 21 ans ou quelque chose comme ça. J'ai vu de mes propres yeux, d'abord j'avais déjà vu les pendus de la Pentecôte, donc 4 ministres pendus, vous êtes un enfant, vous voyez des gens, qu'on pend des gens comme ça vous traumatise. Mais après avoir déjà vu ça, moi-même je me suis retrouvé là, prêt à être jeté dans un puits avec le pétrole, l'essence, et où j'ai vu brûler des corps. Je les ai vus de mes yeux propres. Moi, donc, après, quand ça a été mon tour, il y a eu un lieutenant là, de Mongwandi, donc, de chez Mobutu, qui a dit non,
Moi, je vous admire, parce qu'à l'époque, j'écrivais des poèmes, hein, vous savez, bon, la poésie en Afrique, les maisons d'édition, bon. Mais bref, il connaissait ma pensée, il savait mon combat. Il m'a dit non, on ne peut pas te tuer. Et il m'a dit, sauve-toi. Il m'a laissé courir à travers la forêt. Et j'ai couru dans la forêt, et je ne sais pas comment est-ce que les gens, les Français, avaient su que j'avais, et il m'avait laissé la vie. C'est là le mystère de ma vie, en fait. Hein. Je dois beaucoup à la famille de Maurice Béjart, mais je dois beaucoup à ces lieutenants-là. Mais je dois aussi beaucoup à la France, même si de temps en temps je tape dessus, parce que la France n'est pas toujours gentille. Hein. Oui, pour taper dessus, je tape dessus. Hein. Mais parce qu'on s'aime bien, c'est comme on dit dans un couple, on s'aime bien de temps en temps. Bon, voilà. Ben, et tout d'un coup, il y a eu 2 agents de l'ambassade de France. Hein, et un s'appelait Bernard. Lui, c'était 2 Bretons. Et l'autre, bon, bref, je ne vous donne pas le nom parce qu'il vit maintenant toujours en Bretagne, là-bas, à Saint-Malo. Bon, ils sont venus me chercher et ils m'ont dit, voilà, il faut que tu quittes le pays. Si tu ne quittes pas le pays, Mobutu va te tuer. Donc demain, tu ne seras plus en vie. Mais d'après nos renseignements, on nous a dit, vous devez sauver cet homme-là, ce jeune homme-là, c'est l'avenir de l'Afrique. Si vous ne le sauvez pas, l'Afrique va couler. Ils sont venus me chercher chez moi, ils m'ont amené, on m'a fait les passeports. J'ai pris l'avion sans savoir où j'allais. Ils m'ont dit non, tu arrives à Madrid, il y aura des gens qui vont t'attendre là-bas. Arrivé à Madrid, j'ai pris l'avion, je n'avais même pas dit à mes parents que je partais, rien, je n'avais rien, pas de bagages, rien du tout. Je suis arrivé à Madrid, il y avait un couple franco-espagnol, la femme était française et le mari était espagnol, qui sont venus me chercher à l'aéroport, qui m'ont amené chez eux. Mais comme ils partaient en vacances, ils m'ont dit voilà, puisque les gens qui vous envoient chez nous savent qui nous sommes, hein, donc nous avons confiance en vous. Ils m'ont donné la clé de la maison, ils m'ont laissé leur maison, ils m'ont dit voilà, ça c'est le coffre-fort, il y a l'argent là-dedans, il y avait des lingots d'or, il y avait tout. Le mari était médecin, il dirigeait une grande clinique à Madrid, la femme était professeure de français à l'université. Hein? Donc voilà, tu peux prendre ce que tu as besoin, parce que nous on ne peut pas s'occuper de toi là. Nous on doit partir maintenant. Ils sont partis, je suis resté dans leur maison, ils sont revenus 2 semaines après, j'étais toujours là, ils n'avaient même pas touché à leur argent. Je dis, mais ce type, il est bizarre, mais t'as mangé comment? Moi, je dis, non, je me suis débrouillé. Moi, comment tu t'es débrouillé? C'est ça que les gens ne savent pas de moi, en fait. Hein. Vous imaginez que les gens à qui je dois la vie n'avaient rien à voir avec les Noirs, ni les Africains. Oui, mais c'est pour ça que quand les gens ils chantent leur slogan, là, moi, je dis, bon, c'est très bien qu'ils chantent, mais bon, c'est leur problème. C'est pour ça que quand on vient me parler des problèmes de racisme, j'ai dit non, stop, le racisme n'a d'autre ressources que la lutte du pouvoir et l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais si ces Français-là m'avaient laissé là-bas, je serais déjà un homme mort. Je n'aurais jamais écrit tout ça, rien. Parce qu'à l'époque, j'avais écrit quelques poèmes, quelques contes, c'était fini. Mais si je dois, cette œuvre, je la dois un peu, c'est un peu mon cadeau, c'est à la France, pour dire, voilà, vous m'avez aidé, bien que, comme écrivain, je suis difficile. Bon, il ne faut pas dire. Officiellement, je tape sur la France. Quand elle n'est pas gentille avec l'Afrique. C'est normal. Mais dans mon cœur, je porte cette France-là. Parce que c'est la grande France que j'ai connue, moi. Ce n'est pas la France de la France-Afrique. Il y a une autre France, une France d'amour, de passion. Et moi, cette France d'amour et de passion, c'est aussi la mienne. L'Académie française dont vous aviez parlé tout à l'heure. Ils m'ont couronné plusieurs fois, ils m'ont donné plusieurs fois pour voir. Mais c'est une autre France, c'est la belle France, c'est la grande France, la France des grandes idées. Et elle rend hommage à la langue française, mais elle rend aussi hommage aux écrivains qui font de la langue française un nouveau soleil pour notre siècle. Les prix littéraires, c'est une façon de dire à un écrivain, la société ne vous a pas oublié. La société n'est pas indifférente à vos efforts. La société vous soutient et que vous devez continuer à croire dans vos valeurs et essayer de les partager avec un plus grand nombre. Donc voilà, pour moi, c'est ça le sens que je donne au prix littéraire. J'ai été primé plusieurs fois par l'Académie française. Déjà à l'époque, même beaucoup des académiciens français, dès l'époque, Jean Dutour, Michel Deyon, Léopold Sédar Senghor, Claude Lévi-Strauss et beaucoup d'autres avaient souhaité que je puisse entrer à l'Académie française. Mais à l'époque, j'étais beaucoup trop jeune, il y a plus de 30 ans. Je leur avais dit non, mais l'Académie française, c'est une institution très, très prestigieuse, très noble. Mais que si j'entrais à l'Académie française, je ne serais plus l'écrivain que je voulais devenir. Parce qu'un écrivain, moi je suis insolent dans mon écriture, parce que l'écrivain doit dire la vérité. Mais quand vous devenez académicien,
vous avez l'obligation des réserves. Et l'obligation des réserves allait m'empêcher de dire ce que je pense, allait m'empêcher d'écrire ce en quoi je crois. Parce que moi, j'ai encore des combats menés. Il y a l'Afrique qui est toujours dans la pauvreté, il y a l'homme noir qui est toujours esclave financier, qui est toujours victime de tout un tas d'injustices. Il y a l'homme tout court, qu'il soit blanc ou noir. Moi, je vois plein de blancs qui sont malheureux, qui souffrent, qui cherchent un avenir, qui n'en trouvent pas. L'homme a perdu ses repères, il ne sait plus où il va. Alors il faut qu'il y ait quelque part des hommes et des femmes qui se disent non, nous on va étudier les pourquoi la vie ne va pas bien aujourd'hui pour chacun de nous et essayer de proposer des pistes, des solutions. Les hommes souffrent, les femmes souffrent, les enfants souffrent. Pourquoi nous souffrons tous? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Et pourtant le monde est riche. On n'a jamais été si riche qu'en ces siècles. Or, c'est dans ces siècles où il y a plus de richesses financières qu'il y a plus d'hommes et de femmes pauvres, malheureux, incultes et qui doutent d'eux-mêmes et qui doutent de leur avenir. Donc je me suis dit, j'ai choisi d'être un écrivain engagé. Je dois le demeurer jusqu'à ma mort parce que l'homme a besoin de moi pour pouvoir exprimer ce que lui ne sait pas exprimer. Je suis devenu, si vous voulez, le miroir de cette société qui doute d'elle-même et qui cherche une issue, qui cherche un nouvel équilibre. Et je crois que ça, c'est beaucoup plus important pour moi. Et c'est pour ça que l'Académie française reste toujours pour moi une institution merveilleuse que je ne pourrais y entrer que quand j'aurai vraiment fini d'écrire tout ce que j'ai à écrire. Mais en attendant, l'Académie française m'a honoré plusieurs fois. Ils m'ont donné des prix. C'était aussi une façon de me tendre la main, de dire voilà, nous croyons en vous. Donc continuez de faire ce que vous faites. Partagez votre imaginaire avec un plus grand nombre. Partagez vos passions avec un plus grand nombre. Nous voulons des hommes justes. Nous voulons des femmes et des hommes qui croient en eux, qui n'ont plus peur d'eux-mêmes ou les uns des autres et qui n'ont pas de problèmes d'identité. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde l'Européen ne sait plus qu'est-ce qu'est l'Europe, ni d'où va l'Europe. L'Africain ne sait plus qu'est-ce qu'est l'Afrique et où va l'Afrique. Il y a les questions identitaires qui s'interposent et à la fois qui s'opposent. Et plus personne ne sait dénouer les vrais du faux, les justes de l'injuste, parce que tout simplement, nous sommes tous dans une sorte de course folle vers l'argent facile, vers le pouvoir facile. Donc, on n'a plus beaucoup de gens qui croient encore en une certaine morale sociale, en une certaine justice distributive. Aujourd'hui, tout le monde veut tout pour soi. Personne ne veut partager. Aujourd'hui, il n'y a même plus ce qu'on appelait hier la justice pour tous, c'est-à-dire que le mérite. Le mérite, ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça ne veut plus rien dire, parce qu'il y a des gens qui sortent de ces eaux du jour au lendemain, ils s'accaparent de toutes les richesses d'un pays ou d'une société, et puis après, le reste de la population peut mourir et il demeure indifférent. C'est pour ça que je pense que nous avons des combats à mener. C'est un combat d'hommes, c'est un combat de civilisation, mais qui concerne chacun d'entre nous, parce que l'humanité est en danger et il nous appartient en tant qu'élément de cette humanité-là, de la sauvegarder et de la sauver. Voilà pourquoi moi, toutes les distinctions littéraires que j'ai pu recevoir ont contribué à me donner la force de continuer le même espoir, le même combat, c'est-à-dire celui de rendre l'homme plus juste, plus responsable et plus engagé pour sauver l'humanité telle que nous la voyons en perdition aujourd'hui. Sur les arbres qui rêvent des jadis, le crépuscule devient imminent. Le spectre aux abois se cache de la lune. Romance des cigales. La nuit est poème de vos amours. Le feu de volcan reprend sous la voûte un envol d'aigle taché de mort. Ah, frayeur de coteaux. Les couples dans les buissons disparaissent loin de ma solitude. Sur la terre chaude n'apparaît aucune trace, aucune ombre des amants. Dans les bois se meurent les jouissances en fleurs fanées. Je sens les parfums des corps monter des sources secrètes du désir jusqu'à l'extase suprême. Je n'ai nul bagage à emporter dans le sang assouvi d'écume. Une lueur rose sur la cime de l'éphémère,
a vidé l'âme du néant de l'esprit du sacrifice. J'observe le ciel qui s'étonne de la plénitude de la terre. Je ne peux plus sentir les effluves des femmes. Les bois de l'ardeur sont morts et brûlés comme des liaisons éteintes. J'ai envie, enfin, d'une autre saveur pour l'amour avec les femmes.